On va revenir sur cette actualité d'ailleurs que vous venez de développer. L'un des fondateurs de la DZ Mafia a donc été interpellé en Algérie. La justice française qui continue sa traque des narcotrafiquants, notamment ceux qui sont désormais sur le territoire algérien. Il s'appelle Mehdi Laribi. Mais qui était cet homme? Quel était son rôle au sein de cette organisation criminelle? Élément de réponse avec Thibaut Marcheteau. C'est une nouvelle tête de la DZ Mafia qui tombe. Mehdi Laribi, surnommé Tic, est un franco-algérien de 36 ans, soupçonné d'être l'un des cofondateurs de l'organisation criminelle. Depuis mars 2026, il était visé par un mandat d'arrêt international émis par la France dans le cadre d'une vaste enquête baptisée Octopus, conduite par la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. Son interpellation s'est déroulée le 31 juillet dernier en Algérie. Il est placé sous contrôle judiciaire depuis. Un important coup de filet dont se félicite le garde des Sceaux. Une cible prioritaire de la justice française dans la lutte contre la drogue et la criminalité organisée a été interpellée en Algérie. Merci aux autorités algériennes pour cette avancée et cette coopération en lien avec le parquet national anticriminalité organisée et le parquet de Marseille. Une coopération qui marque un rapprochement diplomatique entre les deux pays, notamment après la visite de Gérald Darmanin en mai dernier à Alger. Selon une source proche du dossier, il est très peu probable que Mehdi Laribi soit jugé en France, puisque l'Algérie n'extrade pas ses ressortissants. Et pour l'évoquer, nous sommes également avec Frédéric Ploquin, journaliste et écrivain. Bonsoir et merci d'être avec nous sur CNews et sur Europe 1. Évidemment, cette interpellation, c'est aussi le signe qu'une coopération judiciaire est en train de reprendre entre la France et l'Algérie après des mois d'arrêt. Comment vous accueillez cette nouvelle? Est-ce que c'est déjà un bon signe ou est-ce qu'il faut peut-être attendre la suite avant de se prononcer plus fermement? La seule arrestation de Mehdi Laribi est déjà un succès diplomatique. D'abord, avant toute chose, parce qu'on sort quand même d'une période, il faut le rappeler aux téléspectateurs, de glaciation totale en termes dans les relations franco-algériennes, notamment sur le plan de la coopération sécuritaire, qui est quand même absolument essentielle, dans la mesure où on a un certain nombre de ressortissants qui profitent de leur double nationalité pour en gros se mettre en cavale en Algérie. C'est quelque chose de très fréquent. Mehdi Laribi était en Algérie, était parti en Algérie parce qu'il savait qu'il risquait extrêmement gros en France. Visiblement, il y a passé plusieurs années soit sous les radars, soit avec suffisamment de relations et de bakchich à distribuer pour rester longtemps tranquille, en fait, pour bénéficier de sa tranquillité. On saura peut-être, à travers les enquêtes, notamment de la gendarmerie et de la police, s'il continuait ou pas à tirer les ficelles, ce qui n'est pas sûr du tout dans la mesure où, d'abord, je pense que personne ne tire vraiment les ficelles de cette fameuse DZ Mafia, qui est une nébuleuse totalement incontrôlable. Donc on saura bientôt s'il continue à toucher les subsides ou pas du trafic de stupéfiants sur le territoire français. Mais toujours est-il que là, d'un point de vue symbolique, la justice française neutralise à distance, on va dire, quelqu'un qui est considéré et qui, pour moi, est le véritable, on va dire, fondateur de la DZ Mafia, et surtout celui qui a imprimé à la DZ Mafia c'est cet élément qui fait partie de son code génétique, qui est l'ultraviolence. Moi, je l'ai connu, Mehdi Laribi, je l'ai connu, il avait 20 ans. C'était en 2012. Il avait été accusé à l'époque, donc il y a quand même un certain temps, il était accusé à l'époque d'un triple homicide, mais c'était pas n'importe quel façon de tuer. Et déjà, on sentait qu'il y avait un langage de la violence à travers sa façon de procéder, puisque les trois victimes, qui étaient des jeunes du même âge que lui, qui avaient 20 ans et qui dirigeaient un point de deal dans une cité voisine qu'il ne voulait pas lui céder, déjà, on était dans cette conquête permanente. Les trois victimes, donc, avaient été retrouvées en mode, entre guillemets, comme on dit à Marseille, barbecue, c'est-à-dire que non seulement on leur met une balle dans la tête, mais ensuite on les met dans un véhicule et on met le feu au véhicule, ce qui fait qu'au final, on ne rend aux familles que des cendres. Et ça, c'est dans le langage, on va dire, de cette DZ Mafia. C'est pour ça que je dis qu'il a eu un rôle extrêmement important, parce qu'il y a eu ça, cette façon de tuer. Ensuite, il a fait 10 ans de prison pour cette affaire. Il est sorti, il a dit « Marseille m'appartient ». Ah ben non, non, lui a dit quelqu'un « Ah ben non, cette cité, maintenant c'est moi qui la contrôle ». Ce quelqu'un, c'était le patron du clan Yoda, je le rappelle, Félix Benguy. Il ne l'a pas entendu de cette oreille.
Il a enclenché une guerre qui a quand même fait une trentaine de morts, donc une des guerres, on va dire, les plus importantes de l'histoire de la criminalité organisée à Marseille. C'est pas n'importe quoi. Et là-dessus, sur ces entrefaits, il est parti, lui, en Algérie, et Félix Bengui, le patron du clan d'en face, lui, est allé se réfugier au Maroc. Je rappelle qu'il a été arrêté également à la suite d'un réchauffement, d'un véritable réchauffement des relations sécuritaires, notamment, mais pas seulement, entre la France et le Maroc. Donc voilà, ça nous prouve que la France a tout intérêt à avoir des relations un peu apaisées avec ces deux pays, où un certain nombre de criminels, jusque-là, trouvaient refuge, et ça continue d'ailleurs. Oui, on trouvait refuge. Et puis on parlait aussi de l'aspect symbolique de ce qui s'est passé. On sait aussi que certains narcotrafiquants ont profité de l'absence de coopération judiciaire entre nos deux pays en se disant j'ai tout intérêt à aller en Algérie puisque, a priori, il m'arrivera plus rien. On est sur une interpellation, évidemment, pour l'instant. On sait qu'il y en a d'autres qui sont en Algérie, mais ça peut être aussi un moyen de mettre une certaine pression en disant maintenant, attention, être en Algérie ne veut pas dire être totalement hors de portée pour la France. Absolument. Absolument. Et là, c'est pas une petite main du trafic. C'est, comme on le disait à l'instant, c'est quelqu'un qui pèse extrêmement lourd dans l'histoire du trafic de stupéfiants en France ces dernières années. Donc, c'est un message envoyé. C'est quelqu'un qui a profité de sa double nationalité, il est le fils d'un chauffeur routier algérien. Il a grandi dans le quartier de Bassins à Marseille. Il a arrêté l'école en quatrième. C'est vraiment le profil type. Il a basculé tout de suite. Et il disait quand il a été arrêté à l'âge de 20 ans, mais moi je ne suis qu'un petit vendeur de shit. En 15-16 ans, il est devenu l'un des barons présumés du trafic de stupéfiants. C'est vraiment une trajectoire absolument typique de ce qu'on trouve dans le trafic de stupéfiants. Et avec cette possibilité d'avoir un deuxième pays, de mettre une frontière étanche entre la justice française et lui-même, puisque l'Algérie jusqu'à présent était considérée comme ultra sûre et sécuritaire pour ces barons de la drogue. Je rappelle quand même que, moi j'ai débriefé un certain nombre de grands voyous franco-algériens qui ont passé des années en cavale en Algérie. Ils m'ont tous dit la même chose, c'est que le moment où ça s'arrête, le moment où on tombe en général, c'est quand on n'a plus d'argent, quand on a épuisé le magot et quand on n'arrive plus à graisser la patte, voilà, des agents de sécurité du coin, du quartier, de se protéger soi-même finalement. Voilà, exactement, de s'acheter cette sécurité. Vous parliez de l'importance de ce profil de Mehdi Laribi dans l'organisation, l'organigramme, si j'ose dire, de la DZ Mafia. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure de savoir qui dirige vraiment cette DZ Mafia? On parle souvent d'une pieuvre, à savoir que quand vous arrivez à interpeller une personne ou une tête de réseau, en réalité, les successeurs sont déjà tout trouvés. Est-ce qu'on sait aujourd'hui précisément qui dirige la DZ Mafia? Alors justement, je vais parler 2 minutes de ce qu'est la DZ Mafia. Ils se sont eux-mêmes autoproclamés mafia. Je pense que c'est un terme qui est nettement abusé les concernant. C'est un gang criminel protéiforme avec de nombreuses têtes, de nombreuses personnes qui prétendent gouverner les choses et donner des ordres, etc., qui prétendent pouvoir incarner cette marque de fabrique. Mais c'est en aucune façon une mafia comme on l'entend en Italie, en Albanie, extrêmement pyramidale, avec un chef bien identifié au sommet. C'est pas ça. Ce sont des jeunes qui jouent des coudes pour savoir celui qui va être le chef, et puis en permanence des scissions, des sous-scissions. On a vu récemment apparaître la DZ Mafia NG, nouvelle génération, un peu à la mode mexicaine. Donc en fait, il y a pas vraiment. À la limite, ce serait presque plus facile à traiter s'il y avait un chef. On pourrait il suffirait peut-être de s'en prendre à lui, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a de très nombreux chefs, qu'il y a de très nombreuses personnes qui, depuis leur prison, tentent tant bien que mal de continuer à garder la main, plus d'autres depuis l'étranger. Donc ce sera beaucoup plus difficile, on va dire, à éradiquer, à éliminer, que si c'était quelque chose de très centralisé, on va dire. Merci beaucoup Frédéric Ploquin d'avoir été avec nous et pour toutes ces précisions. Xavier Drioncourt, la question évidemment, une fois qu'on a parlé de l'interpellation de ce cofondateur de la DZ Mafia, c'est que va-t-il se passer ensuite? De toute évidence, pas d'extradition en France. Donc que va-t-on pouvoir tirer de cet individu en termes d'informations notamment? C'est très incertain pour l'instant. Oui, je pense qu'effectivement c'est un point positif dans la difficulté de la relation franco-algérienne, mais cela étant, j'ai tendance à ne pas surestimer cette opération parce que
Effectivement, on ne sait pas ce que cela recouvre effectivement, cette interpellation. Dans quelles conditions est-il interpellé? Est-ce qu'il a été arrêté? Est-ce qu'il est incarcéré? Et qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Est-ce qu'il va être jugé en Algérie, puisqu'il ne peut pas être extradé en France? Il est franco-algérien, donc considéré comme algérien par l'Algérie. Est-ce qu'il y aura des juges français qui vont se rendre en Algérie? Est-ce qu'il y aura des juges algériens ou des enquêteurs algériens qui vont le faire parler? Donc voilà, il y a quand même toute une série de questions qui se posent. C'est pour ça que j'ai tendance à ne pas forcément surestimer, encore une fois, cette opération et à se féliciter, se congratuler de cette grande victoire qui, pour l'instant, laisse beaucoup d'inconnus. Najwa Leite, on peut dire en tout cas première victoire, en tout cas reprise d'une coopération. Maintenant, c'est évidemment la question de savoir jusqu'où, comme on le disait, on a tendance à réfléchir avec notre système français, avec notre réflexion de français. On ne sait pas en réalité en Algérie, conditions de détention, si détention il y a, quel process qu'on peut obtenir comme information. C'est là aussi, on va voir jusqu'où le régime algérien est prêt à coopérer. Est-ce qu'on s'adapte à ce que cherche vraiment le gouvernement français ? Déjà, il faut se féliciter que cette coopération judiciaire entre l'Algérie et la France se réchauffe, reprenne, puisque cette interpellation a eu lieu dans ce contexte. Donc, on peut s'en réjouir. Mais à côté de cela, on ne sait pas trop où est Mehdi Laribi. Je m'explique. Est-ce qu'il est en détention provisoire? Est-ce qu'il est sous contrôle judiciaire? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc là, ce qui est important de savoir, c'est les suites. Les suites de la procédure, les poursuites effectives, comment vont se coordonner les deux autorités judiciaires, du côté français, du côté algérien. Donc là, à ce jour, on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais symboliquement, ce qui est important de dire, c'est qu'un chef de réseau ne doit pas se considérer comme intouchable. Vous le disiez, Élodie, il ne doit pas se considérer intouchable. Ce n'est pas parce qu'il est en cavale à l'étranger qu'il échappe ad vitam aeternam à la justice. Oui, il en aura profité quelques mois. Il aura profité quelques mois de cette situation, mais une fois de plus, il a été rattrapé comme on le dit. Arnaud Klarsfeld, c'est effectivement, comme on le disait, d'ailleurs, c'est dans le cadre de cette fameuse opération Octopus, où on voit tout un tas aussi de têtes de réseau qui tombent, mais c'est cette pieuvre. C'est-à-dire que vous coupez une partie de tête de réseau et malheureusement, d'autres arrivent. Et cette DZ Mafia est aussi très organisée, malheureusement, pour durer et à trouver sans cesse des successeurs. Les pieuvres sont des animaux très intelligents, qui ont même deux cerveaux et qui sont très, très affectueux. Il y avait un bon film qui avait été fait sur un bon documentaire sur les pieuvres. Mais enfin bon, en tous les cas, l'avenir dira s'il sera jugé, s'il sera condamné, et si au terme de cette condamnation, il ira dans une prison, une vraie prison. Maintenant, comme l'a dit le journaliste qui a parlé auparavant, il était en fuite en Algérie depuis de nombreuses années. On peut s'interroger sur le fait de savoir pourquoi il n'a pas été appréhendé auparavant, puisque c'était une dictature militaire où le pouvoir sait où chaque personne relativement importante réside, donc il n'a pas été arrêté. Donc il y a un réchauffement de coopération avec la France. Après, comme je l'ai dit, l'avenir dira jusqu'où ira cette coopération et s'il y a une réelle volonté de se réconcilier avec le gouvernement français.